Je vais commencer mon propos en me taisant et je vous envoie une petite vidéo. Cette image en fond. Alors, ce que vous venez de voir, c'est un film des années 20, authentique captation de Marie Wigman. C'est la danseuse chorégraphe dont on va parler ensemble là pendant un petit quart d'heure. Marie Wigman, donc c'est une danseuse chorégraphe allemande qui est née en 1886, qui est décédée en 1973. Marie Wigman, elle est notamment connue comme étant une créatrice de soli, et c'est assez rare. C'est une des premières femmes à avoir fait un solo, c'est une des premières femmes en danse contemporaine à avoir fait un solo qui a pu être capté. C'était une disciple de Rudolf Laban. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Laban ou Laban, qui est notamment connu pour être un des fondateurs de l'écriture chorégraphique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'écrire la danse. Et la notation Laban est connue comme étant une notation en particulier. La plupart des danseurs n'utilisent pas la notation parce que c'est très particulier et c'est très long. Mais voilà, en tout cas, Marie Wigman est une disciple de Laban. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et pourquoi est-ce que je vous montre cet extrait-là, et pourquoi est-ce qu'on va parler de Marie Wigman dans un festival autour de la notion de beauté, parce que l'extrait que vous allez voir, donc, ça s'appelle Exen Dance, c'est, on peut le traduire par la danse aussi de la sorcière, c'est le solo de Marie Wigman. Et il est intéressant de voir comment, avec ce solo, donc, qui est vraiment précurseur, c'est la première fois qu'une femme seule en danse contemporaine se met seule sur scène, comment les critères esthétiques, notamment de la beauté, ou les critères esthétiques d'une norme telle que la danse, sont renversés, bouleversés par ce solo. Ce qui est intéressant aussi avec Marie Wigman, et ce qui va m'intéresser dans le propos, c'est aussi pourquoi le choix de cette figure de la sorcière et en quoi est-ce que ça peut nous guider progressivement vers une autre notion de la beauté qui est en dehors des critères esthétiques extérieurs, mais peut-être vers un retour vers soi et un retour vers l'intérieur. Et est-ce qu'on touche une autre forme d'esthétique et comment est-ce que Marie Wigman y arrive? Donc la problématique qu'on va développer rapidement aujourd'hui, ça va être un petit peu ça, le décalage entre d'une danse qui a plus d'un siècle, le décalage entre
des canons esthétiques extérieurs et un élan intérieur qui est comment dire, moteur de la danse d'une femme, qui n'est pas anodin. Alors la sorcière, pourquoi la danse de la sorcière? Si on s'arrête un tout petit peu sur cette thématique, cette figure de la sorcière, Paco Tilman, qui est cité dans l'ouvrage très célèbre de Mona Chollet sur les sorcières, la puissance invaincue des femmes, vous avez dû entendre parler ces derniers temps. Paco Tilman dit ceci, et ça me semble très important de commencer, ça va être notre point de départ. Toute la question du pouvoir, c'est de séparer les hommes de ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de pouvoir si les gens sont autonomes. L'histoire de la sorcellerie, pour moi, c'est aussi l'histoire de l'autonomie. D'ailleurs, une sorcière mariée, comme dans Ma sorcière bien-aimée, c'est étrange. Les pouvoirs doivent toujours faire des exemples, montrer qu'on ne pourra pas continuer sans eux. En politique internationale, les pays les plus inquiétés sont toujours ceux qui veulent être indépendants. Prenons ce propos, voilà, qui est peut-être un peu réducteur, mais en tout cas de Paco Tilman. Il associe la figure de la sorcière ou de la sorcellerie à un désir d'autonomie, en tout cas d'indépendance. Et je ne vais pas rentrer dans les détails et même dans l'histoire de la sorcellerie ou des sorcières et de la répression, etc. Et encore dire ça, c'est peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en incarnant une sorcière, Marie Wigman se pose d'emblée comme une figure indépendante. C'est d'autant plus fort que c'est une femme, c'est d'autant plus fort que c'est la première femme qui fait un solo sur scène. Alors cette indépendance, c'est une indépendance par rapport à quoi? Par rapport à qui? Finalement, cette question, on pourrait la développer. Je ne pense pas qu'elle soit la chose la plus importante. L'indépendance par rapport à quoi? Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est que va créer cette indépendance dans sa propre création, c'est-à-dire son propre élan. Ce qui va être marquant, c'est de voir que paradoxalement, cette prise d'indépendance va être synonyme d'un retour à soi et d'un renversement vers l'intime et vers soi. Et finalement, l'indépendance que va prendre la figure de la sorcière incarnée par Marie Wigman va bien plutôt être un retour vers soi qu'un élan vers l'extérieur, c'est-à-dire prendre la tangente ou changer de cap. Évidemment, quel autre média que la danse avec cette incarnation serait le mieux à même de donner vie à cette part enfouie de nous-mêmes, c'est-à-dire cette recherche de l'intime. Et finalement, le geste dansé comme geste de libération de notre moi profond, de notre moi peut-être oublié. Ce geste-là va certainement être celui de Marie Wigman. Je parle de Marie Wigman, mais alors, ma source va être Danser sa vie, qui est un recueil qui a été fait par le Centre Pompidou d'une rétrospective, et dans ce recueil, il y a énormément de paroles de chorégraphes, de danseurs, de philosophes, et c'est une mine, ce petit livre. Donc, au lieu de parler à la place de Marie Wigman, je vous propose de vous lire comment elle témoigne à la première personne de cette recherche et comment est née justement cette envie d'aller creuser la figure de la sorcière. Alors, elle écrit « Parfois la nuit, je me glissais dans mon studio et cherchais à provoquer en moi un état d'intoxication rythmique qui m'eût rapproché de ce personnage qui se réveillait lentement. Je sentais que tout indiquait un personnage très défini. La richesse des idées rythmiques me submergeait. Mais quelque chose s'opposait à ce qu'elle devinsse claire et organisée. Quelque chose qui forçait mon corps 20 fois dans une position assise et accroupie, dans laquelle mes mains avides pouvaient posséder le sol. Lorsqu'un soir, je rentrais dans ma chambre, complètement hagarde, par hasard, je me regardais dans la glace. Elle reflétait l'image d'une possédée, sauvage et lubrique, repoussante, fascinante, échevelée, les yeux enfoncés dans les orbites, la chemise de nuit de travers, le corps sans forme. La voilà, la sorcière, cette créature de la terre, aux instincts dénudés, débridés, avec son insatiable appétit de vie, femme et bête en même temps. Je frissonnais devant ma propre image, devant cette facette de moi-même ainsi dévoilée, et que je n'avais jamais laissé paraître de manière si crûment éhontée. Mais après tout, n'y a-t-il pas un peu de la sorcière cachée dans toute femme vraiment femme, quelque forme que celui-ci puisse prendre? Je m'arrête là pour le récit. Ce qui est intéressant, alors là c'est le récit à la première personne, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même une recherche qui est une recherche, je vais dire, méthodique,
c'est-à-dire qu'elle travaille dans le studio, elle est en recherche, et elle se trouve forcée à avoir cette position qu'on a pu voir justement dans le solo, d'être assise, ce qui est absolument pas académique, et je ne sais pas quel a été votre ressenti, je préférais le montrer au début. On pourrait très bien imaginer se dire, mais c'est vraiment pas beau, la musique, c'est pas de la musique, c'est des bruits. Alors Marie Wigman a vraiment préféré avoir justement ce travail de percussion plutôt qu'une mélodie. Et donc cette posture que l'on voit assise est quelque chose qui est arrivé à force de travail, comme s'il y avait quelque chose qui était plus fort qu'elle et que cette position lui était guidée, je ne sais pas. Ce qui est aussi intéressant, et je ne vous l'ai pas signalé, c'est que Marie Wigman, dans ce solo, porte un masque. Un masque qu'elle avait déjà, mais qu'elle a elle-même trouvé, qu'elle a décidé de porter. C'est-à-dire que la description qu'elle fait d'elle dans la glace, avec ce visage complètement déformé, elle le met en scène après avec vraiment quelque chose de masqué, comme si il y avait une deuxième personnalité qui prenait place, donc comme une sorte de deuxième personnalité intime, sauvage. Je reprends pas ces termes. Alors, ce qui nous intéresse pour notre propos, hormis la description de la sorcière qui est toujours fascinant, c'est que Wigman détourne ainsi les codes esthétiques existants. C'est-à-dire qu'une danseuse, c'est tout sauf une femme hirsute à quatre pattes avec des bruits de casserole derrière elle. C'est pas l'image qu'on s'en fait. Et donc, elle ne recherche pas la beauté dans le confort d'une forme esthétique plaisante qui correspondrait aux critères physiques, chorégraphiques et même féminins, évidemment, de son époque. Et en ce sens, je pense qu'on pourrait dire que Marie Wigman est une sorte d'aventurière de la danse, une sorte d'aventurière de l'esthétique, permettons-nous aujourd'hui de dire une aventurière de la beauté, et peut-être même, permettons-nous de dire une aventureuse de la beauté, comme Jankélévitch fait la distinction entre aventurier et aventureuse. Je reviendrai sur cette distinction, mais je peux déjà tout de suite préciser, quand Jankélévitch fait la distinction entre aventurier et aventureux, il dit que l'aventurier, c'est quelqu'un qui a une sorte de posture, c'est-à-dire qu'on peut en faire un métier d'être aventurier. Aventureux, c'est mener sa vie comme d'aventure, comme un aventureux. C'est-à-dire que Jankélévitch donne une valeur beaucoup plus sincère, profonde, authentique au terme aventureux qu'au terme aventurier. Je dis ça, vous allez voir, parce que Marie Wigman fait aussi justement cette distinction entre une danse de métier ou une danse universelle, et je pense qu'ils peuvent se retrouver sur cette idée-là de quelque chose qui est comme un élan universel humain, beaucoup plus que comme une distinction de posture, de métier ou quoi que ce soit. Donc, Marie Wigman serait donc une aventureuse de la danse. Peut-être avançons un peu et essayons de voir chez Jankélévitch comment est-ce qu'on peut creuser cette notion d'aventure et imaginer peut-être le geste de Marie Wigman comme un geste d'aventure dans une création. Comme on l'a vu, elle n'a pas peur de perdre le contrôle sur la création, c'est-à-dire d'aller la nuit et de voir ce qu'il en est. Et donc voilà ce que dit Jankélévitch sur l'aventure, si on continue sur ce chemin-là. Jankélévitch écrit: l'aventure n'est pas sans rapport avec le vertige. Dans le vertige, nous lisons l'attirance paradoxale et diabolique de la mort, qui en est l'élément ésotérique ou cryptique. Mais un puissant réflexe de conservation complique cet attrait. Et de même que nous lisons dans la passion vertigineuse de l'aventure ces deux sentiments contrariés, d'une part la terreur du risque inconfortable qui menace notre installation dans l'intervalle et l'économie de nos arrangements quotidiens, d'autre part la folle envie de profaner un secret, de déchiffrer le mystère de l'avenir, de lever l'hypothèque de la possibilité en instance. D'une part la timidité au seuil de la nouveauté et d'autre part la vocation à la futurisation, le confort de l'intervalle et la dangereuse passion de l'instant effectif, la jouissance de continuer et la joie de commencer ou de créer. Et, entre parenthèses, Jankélévitch affirme, car la création aussi est aventureuse. Je pense que sans comment dire, parapher ce que dit Jankélévitch, il y a dans cette idée d'avoir une création artistique aventureuse, cette idée d'équilibre entre une sorte de rigueur existante, c'est-à-dire une sorte d'assise que possède évidemment Marie Wigman. Comme je vous dis que c'était une disciple de Laban, on est quand même dans des gens qui sont très reconnus académiquement. Et en même temps,
cette espèce d'envie ou d'élan qui nous pousse en dehors du cadre et en dehors de l'académisme. Donc on est vraiment avec Marie Wigman dans cet entre-deux. Et ça va même plus loin que juste cette idée d'indépendance qu'on a évoquée au début. C'est aussi de voir à quel point ce plaisir ou ce désir d'aventure est incarné, comme le dit Jankélévitch, dans le risque de mort. Jankélévitch affirme « Une aventure, quelle qu'elle soit, même une petite aventure pour rire, n'est aventureuse que dans la mesure où elle renferme une dose de mort possible. Dose souvent infinitésimale, dose homéopathique si l'on veut, et généralement à peine perceptible. C'est tout de même cette petite et parfois lointaine possibilité qui donne son sel à l'aventure et la rend aventureuse. Il faut du risque. S'il y a trop de confort, vous n'êtes pas dans l'aventure. » Je pense qu'on voit bien aussi là avec Marie Wigman, alors c'est un risque, elle n'est pas en train de risquer sa vie, mais il y a un risque de mettre tous les codes à plat et de se réapproprier un propre élan sans savoir ce qu'il en est, c'est-à-dire toujours avec cette projection vers de l'inconnu. Alors ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est que l'aventure particulière vers laquelle nous conduit, ou en tout cas nous guide Marie Wigman, comme je le disais au début, est une aventure qui, paradoxalement, même si elle nous mène vers l'inconnu, c'est pas un inconnu vers l'extérieur, c'est nous mène vers l'inconnu à l'intérieur de nous. Et on pourrait parler d'introspection ou de choses comme ça, c'est-à-dire que d'incarner une sorcière fait de Marie Wigman une femme qui sonde son propre intérieur, les pulsions, etc., enfin, tous les termes qu'elle a évoqués et que je vous ai lus. Cette notion d'intime et d'aller rechercher l'intime dans une aventure qui pourtant nous mène vers l'inconnu est paradoxale, mais elle fait écho à ce que peut avancer notamment Ralph Waldo Emerson dans l'intellectuel américain. Alors évidemment, c'est pas un danseur, donc il va pas parler de la danse, mais il va parler de cette expérience de rentrer dans son propre intime pour aller sonder paradoxalement l'intime des gens qui sont autour. Le mouvement est le suivant: plus vous rentrez en vous, plus, paradoxalement, vous touchez l'universalité de l'humanité des gens qui vous entourent. Et le mouvement est absolument le même ici chez Marie Wigman, c'est-à-dire qu'on soit touché ou non, l'esthétique est très particulière. Le geste qu'elle fait artistique d'aller chercher quelque chose qui sort du cadre académique extérieur, c'est-à-dire des codes, des critères extérieurs, nous force, nous, à aller sonder aussi soit notre propre intime et d'en tirer peut-être une meilleure connaissance de soi, ce qui serait déjà un bon pas. Je ne vous cite pas Emerson pour pas perdre trop de temps, mais je vous enjoins à aller voir justement l'intellectuel américain où Emerson parle de l'exemple d'un orateur, par exemple, qui peut avoir peur de prendre la parole. Et en fait, Emerson dit que finalement, plus on va être fidèle à son propre propos, plus on va toucher finalement l'intime des autres, et qu'il n'y a pas à faire un mouvement vers l'extérieur pour être compris, mais vraiment un mouvement vers l'intérieur. Et je pense vraiment que Marie Wigman suit ce mouvement-là, et ça permet aussi de bien souligner ce mouvement paradoxal en fait d'aventure qui est une aventure intérieure, finalement beaucoup plus que vers l'extérieur. Alors, la danse, et particulièrement la transe, je ne vais pas développer, mais on est proche d'une transe, qui incarne cette aventure des corps, semble être les médias plus fins pour parvenir à la fois à atteindre cet intime et à la transmettre dans son universalité, afin qu'il touche celui qui en est spectateur. Alors, je voudrais avancer et conclure un peu là-dessus. Ce que va dire Marie Wigman, de manière plus générale sur l'art. Là, il y a le solo sur la danse de la sorcière, mais Marie Wigman, quand je vous parlais d'une aventure intérieure pour toucher universellement les autres, va clairement affirmer cela. Marie Wigman écrit et dit « Nous voulons un art de la danse digne de nous en tant qu'être humain. La dignité de la danse, cependant, réside dans cet instrument noble entre tous, les corps vivants d'hommes et de femmes. C'est pourquoi je place l'être qui danse au-delà du simple danseur professionnel. Car la danse est plus grande que le danseur et le sera toujours, malgré ce paradoxe qu'elle ne peut exister et fonctionner qu'à travers son instrument vivant, évidemment les corps. » Tout à l'heure, je vous parlais de la distinction que fait Jankélévitch entre l'aventurier et l'aventureux, et que l'aventurier, c'est un peu l'homme qui poste sur Instagram des photos de ses vacances, et finalement qui en fait soit un métier, en tout cas qui en donne une posture. Par rapport à l'aventureux qui n'en fait pas son métier. On retrouve ici cette même distinction. C'est-à-dire que pour Marie Wigman, la dignité humaine
à la dignité de l'homme, et notamment quand elle s'incarne dans les corps, ne doit pas juste toucher le danseur professionnel, et que c'est une danse universelle, c'est-à-dire tous les corps sont dansants, et on retrouve cette distinction. C'est-à-dire que quand elle fait un solo où elle fait la danse de la sorcière, en sondant son propre intime, c'est vraiment pour enjoindre au mouvement, enjoindre à toucher de corps à corps, de sensibilité à sensibilité, justement ce qui fait de nous, chacun, notre intimité. Je coupe, mais je conclus. Marie Wigman finit juste, et je vais conclure sur ce propos-là. Elle a un terme très particulier pour définir l'acte même de création et de création artistique. Elle dit qu'il faut savoir forcer le chaos à devenir ordre. Et il y a quelque chose qui me semble intéressant et qui fait écho à notre propos, qui fut rapide quand même par rapport à la densité qu'il aurait pu être, c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut forcer le chaos à devenir ordre, certainement avec ce mouvement d'introspection et d'aller chercher l'aventure à l'intérieur de soi, pour ensuite en faire une création et ensuite pouvoir la transmettre. Et peut-être que l'art n'a pas, et la beauté peut-être, n'a pas d'autre but que de pouvoir justement faire résonner ce qu'on pourrait croire être nos chaos intérieurs, justement dans une création qui serait peut-être ordonnée, et encore, je ne sais pas. Merci beaucoup.